Aujourd'hui, on se penche sur une proposition qui pourrait bien changer la donne en France sur la question des psychédéliques. Il s'agit du programme LFL 2027, un projet de cadre réglementaire pensé pour sortir du silence et aborder le sujet sous un angle complètement différent. Allez, on regarde ça de plus près. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord regarder le problème de fond, ce qu'on appelle l'impasse psychédélique. Ensuite, on verra le changement de cap proposé, avec un focus sur la santé publique. Puis, on va détailler la méthode, très précise, avec 7 critères, et comment ça mène à une politique substance par substance. On abordera aussi les 3 règles absolument non négociables du projet, et pour finir, on verra l'objectif final, reprendre le contrôle. Alors, premier point, le point de départ de toute cette réflexion, c'est un constat assez simple. La situation actuelle ne fonctionne pas. Le programme parle de silence institutionnel. En gros, c'est comme si les pouvoirs publics faisaient l'autruche, et ça, eh bien, ça laisse les gens seuls face à de vrais risques. Et cette citation résume parfaitement le problème. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'interdiction pure et simple crée un vide. Ça n'arrête pas la consommation, par contre, ça empêche toute forme de protection. Et au final, ce sont les plus fragiles qui trinquent, pendant que le contrôle est abandonné au marché noir. C'est cette sorte d'hypocrisie que le projet LFL 2027 cherche à combattre. Donc, face à ce constat d'échec, la proposition, c'est un vrai changement de logiciel. On met de côté le jugement moral, qui a montré ses limites, pour se concentrer sur un objectif beaucoup plus pragmatique, la santé publique et la réduction des risques. Voilà, la différence est très claire. D'un côté, l'ancienne approche, le jugement moral, l'interdiction en bloc, le déni. De l'autre, la nouvelle approche, la santé publique avant tout, la réduction des risques et le contrôle de l'État. C'est un virage à 180 degrés. L'idée, c'est de passer d'une posture qui ne protège personne à une stratégie qui met la science et la protection des plus jeunes au centre du jeu. En un mot, que l'État reprenne la main. Maintenant, comment on fait ça de manière objective? Pour ne pas tomber dans des décisions arbitraires, le programme propose une méthode très structurée, basée sur 7 critères. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute la démarche. Et l'objectif de cette grille d'analyse, c'est très clair, sortir du débat purement idéologique. L'idée, c'est que chaque décision soit basée sur des faits, sur des données de santé publique, et non sur une réaction émotionnelle ou une panique passagère. Bref, on essaie de construire une politique qui soit la plus rationnelle possible. Alors, quels sont ces fameux 7 critères? On a le risque pour la santé de l'individu, le potentiel de dépendance, le risque psychologique, l'impact social et, c'est important, le potentiel thérapeutique documenté basé uniquement sur la science. On a aussi la prévisibilité des effets et enfin les risques liés au contexte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision globale. Une substance peut être peu toxique mais avoir un risque psychologique énorme si elle est mal utilisée. C'est cette approche nuancée qui est au cœur du dispositif. Et logiquement, si on applique cette grille, on arrive à une conclusion évidente. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Les psychédéliques, ce n'est pas un bloc uniforme. Il faut donc une approche au cas par cas, une politique spécifique pour chaque substance. Et au cœur de cette réflexion, on trouve une substance en particulier, la psilocybine. Pourquoi? Parce que d'après les connaissances scientifiques actuelles, son profil de risque est considéré comme plus maîtrisable. Pas de neurotoxicité démontrée, pas de dépendance physique. Les risques sont surtout psychologiques et dépendent énormément du contexte. C'est ce qui fait qu'elle est envisagée pour un cadre public contrôlé. Alors concrètement, pour la psilocybine, le projet imagine 2 voies très strictes. D'abord, un usage thérapeutique, assez classique pour la recherche clinique. Et ensuite, et c'est là que c'est nouveau, un usage expérientiel, attention, le mot est important, ce n'est pas un usage récréatif. L'idée, c'est de créer un cadre légal et ultra sécurisé pour des usages qui existent déjà, mais dans l'illégalité. Ça se passerait uniquement dans des centres agréés par l'État, avec un suivi professionnel avant, pendant et après. Le but, c'est bien de reprendre le contrôle. Mais à l'opposé de la psilocybine, on a des substances qui demandent une prudence beaucoup plus marquée. Le cas typique, c'est le LSD. Et la comparaison est parlante. La psilocybine, risque physiologique plus faible, durée plus courte, effet plus prévisible. Le LSD, c'est une autre histoire. Puissance bien plus élevée, durée qui peut dépasser les 12 heures et surtout une imprévisibilité psychologique bien plus grande. C'est pour ça que l'encadrer de manière sécurisée est jugé beaucoup plus complexe. Résultat, dans ce projet, le LSD reste confiné à la recherche scientifique uniquement. Cette même logique du cas par cas s'applique ailleurs. Pour l'ayahuasca ou l'iboga, par exemple, les risques d'interaction sont si complexes que l'usage serait restreint à des centres très spécialisés. Le 2CB, lui, est pour l'instant écarté car on manque de données scientifiques solides. Et pour la mescaline, il y a un autre enjeu qui s'ajoute, la fragilité de la ressource, le cactus. Donc là aussi, on parle d'un usage limité à la recherche.
Au-delà de cette approche substance par substance, il y a 3 règles d'or, 3 piliers qui s'appliquent à tout le projet. Ce sont les garde-fous non négociables. Et les voici, ces règles d'or. La première, souveraineté totale de l'État sur toute la chaîne. C'est l'État qui pilote. La deuxième, la protection absolue des mineurs. C'est la ligne rouge, tolérance zéro. Et la troisième, qui est fondamentale, aucun, mais alors aucun modèle commercial privé. Pas de libre marché. Zéro. C'est peut-être le chiffre le plus important de tout le projet. Ça veut dire une chose très simple, le but n'est pas de créer un nouveau business, un nouveau marché de consommation, c'est une initiative de santé publique, point final. L'État garde le contrôle, pas le secteur privé. Bon, alors, au final, quel est l'objectif global et comment on y arrive? Le mot d'ordre, c'est la prudence et la progressivité. Le déploiement se ferait par étapes. Phase 1, on met en place le cadre légal. Phase 2, on lance des expérimentations très limitées sur quelques sites pilotes. Et phase 3, on analyse les données, on évalue et on ajuste. Et un point crucial, il n'y a aucune généralisation automatique prévue. Tout est basé sur les résultats et tout est réversible. Donc, pour résumer, l'objectif ultime, ce n'est vraiment pas de promouvoir l'usage, c'est de sortir de l'hypocrisie, de réduire les risques qui existent déjà et de bâtir enfin une politique qu'on pourrait qualifier d'adulte, de responsable et de transparente sur ce sujet. Clairement, cette proposition marque une rupture et elle nous laisse avec une question de fond pour l'avenir. Est-ce le début d'une ère de régulation plus responsable, basée sur la science, ou est-ce qu'on met le pied dans un territoire dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences? Le débat est ouvert.